Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour faire fructifier son épargne? Quel placement privilégier pour se constituer un patrimoine? Au programme, 5 matinales, 15 lives, 25 partenaires. Quelle que soit votre problématique patrimoniale, retrouvez durant toute la semaine les décryptages et les conseils de nos experts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dernière matinale de Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Cette matinée, on va parler de soutien à l'économie dite réelle. On va voir d'ailleurs ce que c'est réellement l'économie réelle. C'est vrai qu'en ces temps de Covid, certains Français ont pu mettre davantage d'argent de côté. Par ailleurs, on sent bien le sentiment à rendre davantage utile son épargne, que son épargne permette notamment le financement des petites et moyennes entreprises françaises. Soutenir l'économie réelle. Parole d'expert avec la F2IC. On va commencer avec Véronique Ghizquet-Gordoliani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la F2IC, ça veut dire la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. J'ai bon? Oui, tout à fait. Super. Qu'est-ce que c'est, Véronique, la F2IC? Alors, la F2IC, c'est une association loi 1901. Alors, c'est une vieille dame, puisqu'on est né sous les pavés de 68, en décembre 1968. Et on œuvre, en fait, au développement de l'actionnariat individuel en France. L'objectif à la création de la fédération, c'était de faire mieux connaître le produit action, de mieux connaître l'investissement boursier. Donc, au départ, c'était via les clubs d'investissement. Alors, un club d'investissement, c'est un groupe de 5 à 20 personnes qui se réunissent, mutualisent leur épargne et investissent ensemble. Et investissent sur la durée et de façon régulière. Donc, ça lisse le risque. Et la fédération, elle œuvre en fait tout le temps au développement de cet actionnariat. On représente, par exemple, les actionnaires individuels avec Bercy. Quand on discute avec Bercy, alors un de nos grands succès, ça a été l'avènement du PEA jeune, parce qu'on se dit il faut apprendre aux Français à investir très tôt. On représente aussi à l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on est présent au comité investisseur individuel de l'autorité des marchés financiers, à l'ANSA, on est présente effectivement aux organismes européens, on est à la Fédération mondiale, chez Better Finance. Donc on essaye de mettre en lumière les investisseurs individuels pour faire mieux connaître le produit investissement boursier et pour derrière faire on va dire de l'acculturation financière. L'objectif, c'est qu'on aide les Français à mieux connaître la finance. D'accord. N'importe qui peut s'inscrire à la F2IC. Comment ça se passe d'ailleurs pour adhérer à votre association? Alors c'est tout simple. Nous, c'est un peu comme certains partis politiques sans adhésion. C'est-à-dire que vous allez sur le site f2ic.fr, vous déposez vos coordonnées et vous avez un webzine, par exemple, mensuel, dans lequel on fait un petit point sur est-ce qu'on a vu des choses pédagogiques intéressantes pour les actionnaires individuels, est-ce qu'on a lu dans la presse des choses intéressantes, et on fait cette veille un petit peu une fois par mois, et en fait on diffuse de l'information financière. D'accord. Quand il y a une introduction aux bourses, quand il y a une augmentation de capital, et on est sollicité. Alors on a un gros fichier, on a 110 000 actionnaires individuels, on a les adresses de 110 000 actionnaires individuels sur toute la France, et on en a une partie en version électronique, et on essaye de communiquer pour donner un maximum cette information. Et puis on est une passerelle, je dirais, entre les actionnaires individuels et les sociétés cotées. L'idée étant qu'une société qui veut venir rencontrer les actionnaires individuels peut venir nous voir, et on organise en temps normal, quand c'est pas en temps de Covid, une trentaine de réunions dans toute la France. En ce moment, on fait surtout des réunions digitales, mais les actionnaires individuels nous réclament en nous disant bientôt, quand pourra-t-on se retrouver enfin dans une salle pour discuter et se voir. Voilà. D'accord, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Alors, je l'ai dit en préambule, c'est le thème de cette matinale, c'est soutenir l'économie réelle. Véronique, c'est vrai que on n'arrête pas, il y a beaucoup de ministres, notamment Bruno Le Maire, qui emploie beaucoup l'expression d'économie réelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'économie réelle? Alors, quand je disais ce que fait la fédération, on est par exemple au comité relance.
Et le comité relance, c'est directement en relation avec l'économie réelle. L'idée, c'est que souvent en bourse, on oppose économie réelle et spéculation. L'économie réelle, c'est ce besoin de contribuer à l'économie, de contribuer au financement des entreprises, de contribuer à la création d'emplois. Et derrière, ça veut dire que pour les actionnaires qui cherchent à avoir du sens à leur investissement, c'est contribuer à la relance économique de notre pays. Ça veut dire que quand j'investis 1 euro, je sais où il est, je sais comment il est utilisé. Et l'économie réelle, c'est tout ce qui va contribuer à développer le tissu économique, développer les emplois. Et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que je contribue à développer l'économie, donc le pays va mieux, donc je relance mon économie. Et en plus, j'ai cette notion d'avoir été utile socialement et d'avoir aidé un petit peu mon pays, en fait. On associe beaucoup l'économie réelle avec le financement des petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ça un peu ? Alors, il y a une appétence effectivement pour les petites et moyennes entreprises de la part des actionnaires individuels et des investisseurs au sens large quand on parle d'investisseurs individuels, pour la simple et bonne raison qu'ils comprennent le modèle économique. C'est dans une PME ou une ETI, les entreprises de taille intermédiaire ou les PME, en fait, on comprend, c'est pas des holdings, c'est une petite société qui est organisée. Souvent, la personne que vous avez en face de vous, c'est le créateur de l'entreprise. Et donc, ça rassure beaucoup les actionnaires parce que le créateur d'entreprise, il a ses fonds à l'intérieur. Donc, en fait, l'actionnaire se dit, mais il ne peut aller que dans mon sens parce que son objectif, c'est de développer sa société, de développer son capital. Au même titre qu'on disait que les entreprises familiales sont mieux gérées, derrière, pour les actionnaires individuels, c'est important d'avoir ces porteurs de projets qui sont présents et qui vont se projeter avec eux. Et du coup, il y a cette concomitance d'intérêts qui fait que derrière, la projection sur des petites et moyennes valeurs est plus rapide. Après, quand le marché est rapide aussi, quand le marché monte assez rapidement, c'est vrai que les indices sur les petites et moyennes valeurs sont très positifs et vont très vite. D'accord, on va le voir. Sans compter aussi que les PME ETI sont beaucoup en région aussi, et puis ce sont elles qui créent l'emploi. Ça, c'est prouvé. Donc ça aussi, en les soutenant, on soutient l'emploi, on aide à la réduction du chômage. Voilà, c'est l'investissement de proximité un petit peu. C'est sûr qu'on voit le facteur. Alors, quand on va, nous, partout en France, avec des sociétés qui sont présentes localement, assez souvent, la société met en avant ce qu'elle fait localement. Par exemple, une usine, ça peut être un centre commercial, des choses comme ça, mais qui sont présentes localement parce qu'il y a ce souci de voir à quoi sert mon argent. C'est-à-dire, dans le côté cercle vertueux de l'investissement qui a du sens, parce qu'on est là, on est sur l'investissement qui a du sens, on voit. D'ailleurs, maintenant, on en est sur les sociétés à mission. C'est-à-dire que les sociétés, même les grandes sociétés, se déclarent à mission pour se mettre au service de la société au sens large. Bon, l'ancien PDG de Danone regrette peut-être, mais ça c'est un autre débat, d'avoir mis Danone comme première grande entreprise à mission, mais ça c'est vraiment un autre débat. Oui. Comment les PME ETI se financent-elles en France, et est-ce qu'il y a un vrai problème de financement ? Parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, les PME ETI en France auraient un problème de financement. Donc encore une fois, comment font-elles concrètement pour se financer, et est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un problème ? Alors, en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne. C'est-à-dire que les Français sont fourmis, sauf qu'ils sont fourmis pour mettre sur des livrets défiscalisés. Donc, du coup, l'épargne, elle n'est pas fléchée vers les besoins. Et les entreprises, pour se développer, elles ont besoin de capitaux. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez demain matin... Alors, il y a plein de jeunes qui sortent de l'école, qui disent « je veux créer mon projet ». Comment ils trouvent des fonds ? La première chose, ils vont aller voir leur banquier, qui ne va pas forcément leur dire « je vais vous prêter sur une idée que vous avez parce qu'il va vous falloir des garanties ». Après, ils font ce qu'on appelle du love money. Donc, ils vont voir leurs amis, leur famille, en disant « tu ne veux pas investir 5 000, 3 000, 10 000 pour que je m'aide à créer mon entreprise ». Après, il y a les business angels, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, sont des particuliers et vont investir dans des projets. Après, il y a aussi ce grand engouement pour le crowdfunding, c'est-à-dire l'investissement participatif, alors que ce soit funding en equities, en actions, ou lending en prêt, mais c'est plateformes qui proposent d'investir dans des projets. Et surtout sur le participatif, il y a beaucoup de mise en avant du facteur proximité, une entreprise près de chez vous. Mais après, tout ça, c'est de l'investissement dans le non-coté. Alors après, dans le non-coté, vous avez aussi les fonds de private equity, ce qu'on appelle les FCPR, et le gouvernement a d'ailleurs lancé, enfin la BPI, via la BPI, un fonds commun de placement qui est à risque.
Ça veut dire que derrière, ça ne cache pas son terme. Hein. Derrière, c'est du non-coté, c'est du à risque. D'accord. La BPI, juste, c'est la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement, effectivement, qui pour la première année là, a annoncé des pertes, mais elle soutient l'économie. C'est-à-dire qu'elle investit dans des projets et donc les particuliers peuvent investir dans des projets via ce fonds. Ce qui n'est pas forcément... Le private equity n'est pas généralement très accessible aux particuliers, sauf via des fonds communs d'innovation, des choses comme ça. Et puis après, vous avez les investisseurs qui investissent aussi, les porteurs de projets qui vont vouloir aller en bourse. C'est-à-dire qu'ils vont dire pourquoi pas, on va porter notre projet en bourse pour rechercher. Alors, c'est déjà des entreprises un petit peu plus de taille intermédiaire. C'est pas des start-up qui doivent aller en bourse parce que quand les start-up vont en bourse, c'est un peu trop tôt. Il faut déjà qu'il y ait un petit peu de chiffre d'affaires, que la société... Il faut un historique. Voilà, il faut pouvoir donner un historique, une idée de ce que va faire la société. Moi, je pense que quand une société va trop tôt en bourse, par exemple pour faire que de la recherche et développement, c'est problématique parce que le risque, c'est que les investisseurs rentrent sur cette société puis que derrière, elle soit rachetée au moment où il y a une baisse par un gros labo, une grosse société. Donc, après, il faut savoir que pour l'entrepreneur, entrer en bourse, ça a un coût, ça met du temps. C'est-à-dire qu'il faut compter pour une introduction en bourse à peu près 6 mois de préparation. Et puis il y a des obligations d'information. Voilà, il y a toutes les obligations d'information parce que l'autorité des marchés financiers protège l'épargnant pour qu'il n'ait pas n'importe quel projet devant. Donc il y a des documents synthétiques d'information à déposer. Mais globalement, c'est intéressant. Et Euronext met en place, par exemple, un programme qui s'appelle TechShare, qui s'adresse aux investisseurs, alors plutôt effectivement des PME ETI, pour leur dire voici comment il faut procéder quand vous voulez entrer en bourse. Et l'idée, c'est de montrer à ces entrepreneurs quelles sont les solutions. Vous avez votre projet, vous avez envie de faire ça, nous on vous propose ça sur la partie cotation. Donc c'est un programme qui est diffusé à travers toute la France, où on contribue aussi en leur expliquant comment on s'adresse aux actionnaires individuels et avantages et inconvénients d'être coté en bourse aussi. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes coté en bourse, vous avez des actionnaires individuels, mais après il faut leur parler. L'idée, c'est pas de faire appel au public pour donner en disant donnez-moi de l'argent pour mon projet et de ne plus rien dire. L'idée, c'est ça oblige à cette transparence sur le projet et un petit peu c'est bien parce que pour l'entrepreneur ça l'oblige à donner des comptes. D'accord. Voilà. Alors vous avez dit, et c'est absolument complet, les différentes sources de financement, donc très bien. Donc ça c'était la première partie de ma question. La deuxième partie de ma question, c'était est-ce qu'il y a un souci ? Est-ce qu'il y a un problème comme on nous le dit ? Oui, il y a un problème parce que, alors on est fourmis, on épargne énormément, ce qui n'est pas forcément un bon signe pour un pays, parce que quand on épargne trop, c'est qu'on ne consomme pas. Donc ça ne relance pas l'économie. Et du coup, on épargne sur des livrets défiscalisés, du type le livret A, le LDD, donc des livrets qui ne contribuent pas directement à la relance de l'économie, parce qu'ils ne sont pas fléchés vers le prêt aux entreprises. Donc ça, c'est une problématique lourde, parce que ça veut dire qu'un entrepreneur, il ne va pas bénéficier de ce que vous mettez sur le livret A. Alors souvent, en fait, il y a cette croyance que oui, mais alors j'ai besoin de liquidité, donc je laisse sur le livret A. Or, on voit que les sommes sur les livrets A restent très longtemps. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il faut faire de la pédagogie pour amener les gens à flécher vers la bonne enveloppe et vers le financement des entreprises. Et c'est d'ailleurs ce que fait Bercy en ce moment en essayant de rerouter en fait ces fonds via l'épargne salariale, de rerouter les fonds vers les entreprises en disant il faut que ces fonds contribuent à relancer l'économie et pas simplement soit sur des comptes sur livret. Et puis ce qui est assez aberrant en fait au niveau de la fédération, on pense que c'est assez aberrant que il y ait des enveloppes fiscales défiscalisantes sur de l'argent qui ne sert pas en fait à l'économie. C'est-à-dire que vous allez sur un livret qui est défiscalisé alors que ça va pas contribuer à la relance du pays. Donc ça, là en ce moment, il y a une réflexion pour dire, et alors nous à la fédération, on dit carrément il faut arrêter ces petites enveloppes fiscales dans tous les sens, il faut en faire une majeure, grande, où tout soit recensé, mais pas plein de petites enveloppes fiscales où les gens ne s'y retrouvent pas. D'accord. Comment les Français peuvent-ils concrètement investir leur épargne dans l'économie réelle ? Alors, la première chose, ça va être, par exemple, d'avoir un compte titre ordinaire. Vous ouvrez un compte titre et après, vous pouvez acheter des actions. Donc, vous aurez ça chez un courtier en ligne, chez une banque à réseau. Voilà, vous avez le choix. Il y a un large panel. Après, vous avez une enveloppe fiscale qui s'appelle le plan d'épargne en action, qui est maintenant plan d'épargne en action et PEA-PME
qui est assez large, une enveloppe assez large dans laquelle vous pouvez déposer jusqu'à 225 000 euros. Donc, alors autant dire que les PEA ne sont pas au taquet. Il y a 10% des PEA qui sont au plafond, les autres ont un montant très faible. Et en sachant qu'on peut cumuler un PEA et un PEA PME. Voilà. Et puis il y a le PEA jeune, parce que l'idée, nous, on défend cette idée de dire les actionnaires individuels, il y a un problème de rajeunissement de l'actionnariat individuel. Donc comment évacuer ce problème et conquérir une nouvelle génération? Et c'est pour ça qu'on a proposé le PEA jeune. Et derrière, en disant à tous les actionnaires, si vous avez des petits-enfants, plutôt que de leur offrir la dernière Game Boy ou autre, vous leur offrez un PEA jeune. Alors il faut qu'il soit majeur. Hein. Oui. Un PEA jeune. Et derrière, vous mettez de l'argent dessus et vous initiez en fait cette jeune génération en leur disant, voilà, on l'investit sur un titre, suis ce titre. Regarde comment l'économie fonctionne. Parce que ça, on déplore le fait que ce ne soit pas assez enseigné en fait, dans les écoles. Tout à fait. Voilà. Donc juste pour rappeler, le PEA jeune est commercialisé depuis septembre 2019. Oui. Il est réservé aux 18-25 ans qui sont rattachés fiscalement à leurs parents. Voilà, et quand ils sortent du foyer fiscal des parents, ils peuvent le conserver en PEA simple. Donc c'est extrêmement facile à mettre en place. Et là, le plafond passe de 20 000 à 150 000 euros. Voilà. Après, la problématique, c'est derrière, en dehors de ce PEA jeune, c'est que ce PEA jeune, il n'est pas proposé. Je ne sais pas si beaucoup des gens qui nous regardent ont été démarchés ou est-ce que leur établissement financier leur a ne serait-ce que parlé du PEA jeune. Et je déplore que, alors des courtiers en ligne comme Boursorama le citent largement, Bourse Direct, il y a pas mal de courtiers qui le citent, mais dans les banques à réseau, je déplore qu'on ne parle pas du tout du PEA jeune. Or, même si on ne veut pas mettre en place l'investissement en bourse directe, on peut le faire via le PEA jeune avec des fonds. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et donc, ça correspond au mode de distribution des banques, en fait. Ouais, le temps file. On a parlé du compte titre, du PEA, l'assurance vie. Alors, l'assurance vie en compte en UC. Si vous êtes en assurance vie en fonds en euros, ce n'est pas du tout la relance de l'économie. Si vous êtes en UC, alors en assurance vie, vous pouvez être en unité de compte qui va être investi dans des fonds. Vous pouvez avoir, maintenant, il y a 2 contrats d'assurance vie en titre vif, où vous pouvez avoir des titres directement dedans. Vous pouvez acheter directement des actions. Voilà, vous achetez directement des actions dedans, et vous avez après la partie fonds en euros. Mais ça ne contribue pas à une relance quelconque. D'accord, il faut juste rappeler que contrairement aux fonds en euros, le capital n'est pas garanti dans les unités de compte. C'est l'assuré qui prend le risque, c'est pas l'assureur. Voilà, et en fait, ça c'est quelque chose à rappeler en général. C'est-à-dire que quand vous investissez sur des actions, il y a une notion de risque. Donc ça, c'est important. Après, si vous voulez investir, vous pouvez investir aussi dans des sociétés cotées qui elles-mêmes investissent. Vous avez des sociétés comme Euraseo qui investissent dans des sociétés, comme Tikeo Capital, comme Nextstage, qui sont des sociétés cotées qui investissent dans d'autres sociétés. On parle beaucoup du PER, du plan d'épargne retraite. Est-ce qu'on peut financer l'économie réelle via le PER ? On peut le faire via ces produits. Après, la grande difficulté de ça, c'est de savoir à quel produit, à quel investisseur correspond quel produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire vous allez absolument tous en France faire des actions. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut être réaliste et on l'a vu. Il y a des années où il y a eu beaucoup d'introductions en bourse et beaucoup de privatisation. Et ces années-là, on a connu jusqu'à 7 millions d'actionnaires individuels. En France, aujourd'hui, on en a plutôt 3,5 millions. Sauf que quand on avait 7 millions, c'était des gens qui n'avaient pas le profil d'un actionnaire individuel. Alors justement, quel est le profil Est-ce que tous les Français peuvent devenir actionnaires ? Alors étonnamment, même si je suis de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, je vous dirais non. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le profil pour devenir actionnaire. Par contre, on défend l'idée que tout le monde doit avoir le choix. C'est-à-dire que vous devez avoir suffisamment d'éducation financière pour avoir le choix et pour le savoir. C'est-à-dire, après, pour mener votre choix en toute connaissance de cause. Et après ça, par rapport à des bonnes questions à se poser, alors avec accompagnement ou sans accompagnement si les personnes opèrent toutes seules sur Internet, mais en l'occurrence, tout le monde doit avoir le choix. Ne sont pas faits pour être investisseurs des gens, par exemple, qui n'auraient pas de fonds, quelqu'un qui me dirait je vais investir en bourse, l'argent que je vais utiliser dans 6 mois pour aller en vacances. Non, pas du tout. Ou alors je n'ai aucun matelas
matelas de sécurité au niveau fonds et je vais investir. Ou à des moments, des gens nous appellent à la fédération en disant voilà, alors j'ai mes indemnités de licenciement, je veux les investir en bourse. On dit attention, non, ça c'est vous investissez le capital dont vous n'avez pas besoin. Donc, c'est ça. Voilà, il y a un processus. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est parce que comme ça, puisqu'il y a un risque important, c'est pas grave si j'ai une perte. En fait, c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Donc forcément, ça veut dire que par ailleurs j'ai des liquidités, que par ailleurs j'ai des placements sécurisés et que je peux me permettre de prendre du risque. Voilà, en plus. Après, il y a cette notion aussi, si je commence à investir tôt, et je lisse le risque. C'est-à-dire que si jeune, je sors de l'école, je remplis je sors de l'école, je rembourse mon crédit d'école, je commence... Alors, on n'achète plus de voitures maintenant chez les jeunes. L'idée, c'est l'ubérisation ou le partage collaboratif. Donc mais par contre, il y a cette notion de j'achète mon appartement. Donc, une fois que j'achète mon appartement, ça veut dire qu'au niveau patrimoine, j'ai déjà chargé beaucoup en immobilier. Donc après, je dois rechercher comment aider à financer ma retraite. Et en l'occurrence, en ce faisant, ce que je fais, c'est qu'il faut mettre des plans d'investissement réguliers. C'est pour ça que dans les clubs, c'est l'idée. L'idée, c'est si vous investissez tous les mois 50, 100, 200 euros, derrière, ça vous permettra de lisser le risque boursier parce que vous allez acheter avec ces capitaux des titres au fur et à mesure. Donc, ça ne sera jamais au plus haut de marché ou au plus bas, mais ça lissera le risque. Oui, c'est l'un des conseils, en fait. C'est de commencer tôt et régulièrement. Et régulièrement, voilà. Et après, la régularité, c'est ce qui paye parce qu'effectivement, quand vous investissez régulièrement, derrière, ça vous aide à avoir aussi une bonne notion de faire attention à votre budget. Parce que ça, c'est un élément qui est vraiment manquant chez nous. Les jeunes n'ont pas cette formation sur comment j'investis. On n'apprend pas à un jeune à gérer un budget, ce qui est assez aberrant. On devrait apprendre tout de suite. Parce qu'on parle de surendettement en France, sauf qu'on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas appris comment j'équilibre un budget. Donc après, comment on peut leur dire « c'est pas bien, vous êtes surendetté ». Donc ça, c'est une notion de base. Et après, le fait d'investir régulièrement, ça aide. Après, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que je sois jeune ou que je sois moins jeune, il faut envisager si j'investis une somme, pour quel délai ? C'est-à-dire quel est mon horizon d'investissement ? Quel est mon objectif de placement ? Est-ce que j'investis maintenant parce que je veux créer une entreprise dans 4 ans et là, je travaille un peu et puis après, je vais mettre du capital ? Ou est-ce que je prépare désormais ma retraite maintenant ? Voilà, c'est toutes des questions à se poser et ça va sélectionner le type d'enveloppe fiscale que vous allez choisir, que ce soit le PEA, l'assurance vie, le compte titre ordinaire, et ça va sélectionner aussi les montants que vous allez y mettre. Voilà. Donc d'accord. Parfait. Merci beaucoup. C'était très clair, c'était très complet. À telle époque, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'était tellement passionnant. Chers internautes, je vous retrouve tout à l'heure. Faut surtout pas vous déconnecter. Vous allez pouvoir bénéficier d'ailleurs de petites vidéos qui sont assez bien faites, assez ludiques. On va avoir un premier atelier à 9h30 où on va là vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et on va se demander comment utiliser son épargne pour aider les entreprises. Voilà. À tout à l'heure. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.